les problèmes techniques. Alors normalement, tout devrait fonctionner maintenant. Alors, désolé, nous avons plusieurs ordinateurs. Nous sommes en train de régler ces problèmes. Voilà. Alors, merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Alors, merci d'être là lors de cet événement parallèle de l'UNEA 6. Nous avons organisé cet événement parallèle sur donc les chemins, les voies inclusives pour donc promouvoir l'égalité des genres et les perspectives autochtones dans la coopération multilatérale en matière d'environnement pour un avenir durable pour tous. Alors, avant de commencer, je souhaiterais vraiment remercier nos copartenaires de cet événement. Tout d'abord, donc toutes les organisations qui ont participé, comme l'Asia Indigenous People Pact, Cultural Survival, International Fund for Indigenous People, Sweet Bio, le PNUD, Soka Gaia International, le réseau des services pour les écosystèmes et la biodiversité. Nous avons également une autre organisation que nous souhaitons remercier qui est le réseau, le Third World Network. Et donc les collègues de ces différentes organisations qui sont ici aujourd'hui. Alors, l'axe de ce travail aujourd'hui est de vraiment avoir une approche inclusive des peuples autochtones, des genres et donc des communautés locales dans leurs efforts pour l'environnement et les synergies entre les MEA et la Convention de Rio afin d'obtenir un futur juste pour tous et toutes. Alors, cette réunion d'aujourd'hui est très pertinente car c'est une des résolutions qui vient d'être discutée ces jours-ci. Donc, ce thème des synergies. Et nous espérons que cet événement répondra aux panels de haut niveau qui auront lieu demain sur ce même thème, hein. Donc, c'est vraiment le mot synergie est sur toutes les bouches ces jours-ci. Je ne veux pas prendre plus de temps et vraiment vous laisser la parole. Et je vais donc vous présenter nos panélistes pour aujourd'hui. Alors, je remercie Olivier. Bienvenue Olivier, donc, qui est un officier de gestion de programme senior et qui dirige donc l'unité sur la biodiversité et les peuples, ainsi que le secrétaire de la Convention sur, au sein du secrétariat, pardon, de la Convention sur la biodiversité. Alors, nous allons mettre les biographies dans le chat, hein, de tous nos panélistes pour que vous puissiez les connaître un peu mieux. Je voudrais également remercier Maya Bercy, qui est donc la présidente de la Convention de Stockholm de la COP, ainsi que la directrice exécutive de la division de la gestion des produits chimiques du ministère de l'Environnement et du Changement climatique au Canada. Merci également à Benjamin Schachter, responsable des droits humains et de l'environnement au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le HCDH. Nous avons également aujourd'hui avec nous Sorojeni Rengam, qui est directeur exécutif pour la PANAP, donc l'action pour les pesticides, un réseau donc pour l'Asie et le Pacifique. Nous avons Sherika Balingsking, coordinatrice de l'information sur les poisons. Et nous avons également John Samurai du développement de programmes des peuples de GIEC et du Kenya. Nous avons également Myrna Inès Fernandez du réseau du Tiers-Monde. Et donc, comme je la présentais avant, hein, donc Sherika Balingsing, coordinatrice de l'information sur les poisons et du réseau d'information sur les poisons des Caraïbes, ainsi que du réseau international pour l'élimination des polluants.
Donc, nous vous remercions d'être ici aujourd'hui et de nous partager donc vos messages. Je vais donc laisser la parole à Olivier. Et merci de nous donner le contexte et les premières informations pour cette session d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Mrina. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Et donc, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici pour donc ouvrir cet événement parallèle. Oui, alors je vais essayer de parler plus fort. Oui, donc c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour ouvrir cet événement. Alors, désolée de ne pas pouvoir être là toute cette session. Il y a plusieurs événements en ce moment, mais en tout cas, je suis ravie d'être ici pour donc ces discussions amples sur le cadre de la biodiversité. Comme vous le savez, ce cadre cherche à attaquer donc la perte de biodiversité et de promouvoir une utilisation efficace des ressources. Et ce cadre vraiment souligne les droits des peuples autochtones et de tous à un environnement sain et durable. Et il appelle également au respect des peuples autochtones et des communautés locales, dont leur droit à une voix dans les processus de prise de décision, entre autres. Je crois que les thèmes d'ici, dans le contexte de la CDB, nous parlent vraiment de l'essentiel, ou en tout cas de la nécessité d'une approche basée sur les droits humains. L'idée est vraiment de pouvoir renforcer cette approche basée sur les droits humains, qui est d'ailleurs un principe très ancien et qui vraiment fait partie des axes principaux du cadre mondial. Alors, dans les cibles et les objectifs, il y a principalement deux cibles qui parlent des peuples autochtones et de cette approche, donc la cible 22, qui nous parle de la justice et des droits pour les peuples autochtones, les communautés locales, les femmes et les enfants, ainsi que les défenseurs des droits humains. Et la cible 23 parle également donc de la responsabilité d'une telle approche basée sur les droits humains. Pour toutes les personnes qui ont participé aux négociations du cadre mondial, ces cibles ont été très difficiles à négocier, à faire accepter, principalement donc au niveau du langage. Lorsque le langage a été proposé, il y a eu de nombreux conflits. Et je crois que le résultat final est assez convaincant et assez fort. Donc, le cadre mondial donne vraiment un contexte pour l'action tout à fait stable et fort. Et nous avons donc un langage très intéressant dans les principaux objectifs de la Convention. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour le secrétariat? C'est que nous devons vraiment ouvrir nos perspectives. Donc, en tant que au niveau de sa mise en œuvre, le cadre mondial est vraiment un outil très puissant. Et il est donc important de mettre en place une collaboration avec les organisations dont l'approche est fondée sur les droits humains. Et je crois que le cadre mondial vraiment ouvre la possibilité pour ces collaborations et ces symbioses, ces relations. Donc, je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui. Je voulais simplement vous mentionner que plusieurs événements vont être mis en place. Vous savez que la COP16 a été annoncée
En tout cas, son siège en sera en Colombie pour cette année. Oui, nous avons également le prochain SEPSTA en mai à Nairobi et nous allons discuter deux thèmes très liés aux peuples autochtones et aux communautés locales. Et nous allons travailler en étroite collaboration pour les résultats à venir. Et je crois il y a des points fondamentaux à souligner. Le premier est que lorsque les nouveaux programmes de l'EG vont être discutés, euh, des éléments très intéressants et spécifiquement liés aux peuples autochtones vont être très certainement discutés et c'est un, un moment fort hein, pour intégrer une approche fondée sur les droits. Et bien entendu, le deuxième élément fondamental est l'approche basée sur le genre. Nous avons également donc le plan d'action sur le genre au sein de la CDB, qui est également un plan tout à fait ambitieux et qui demande également une mise en œuvre basée sur les droits humains et qui intègre donc, comme son nom le dit, la perspective de genre. Donc, je voulais simplement souligner cela. Et je vais terminer avec ce dernier point. Donc vraiment nous rappeler les opportunités que nous avons à venir, hein. Le programme de travail, pour l'instant, est complètement entre crochets. Alors que cela signifie-t-il? Eh bien que le Substyle, le SBI sont des opportunités, des espaces pour continuer à discuter et faire passer nos demandes. Et je crois qu'il y a vraiment un désir hein, de la part de nombreuses parties, de nombreux représentants de communautés de peuples autochtones, de vraiment prendre à bras le corps hein, la perspective fondée sur les droits humains. Et je crois que c'est quelque chose qui va vraiment avancer et progresser. Et je suis ravie donc de l'opportunité d'être ici aujourd'hui. Et merci encore Tina. Et merci de donc faire ce suivi pour le Substyle SBA à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Oliver pour donc ce résumé. Merci encore donc de rappeler hein, donc les différents événements à venir. Et en effet, demain il y aura donc des discussions euh, qui parlent donc de ce thème également. Et en effet, cela est tout à fait pertinent. On parle beaucoup de l'approche fondée sur les droits humains et à quel point elle est intégrée dans la CDB. Et nous voulons également voir comment cette approche peut alimenter d'autres processus et de voir comment on peut répondre à cela, comment s'engager auprès euh, de cette approche et la développer. Donc, merci beaucoup. Alors, à tous nos collègues qui sont en ligne sur Zoom. Merci de nous faire savoir si le son n'est pas assez bon. Et nous essaierons vraiment de faire au mieux pour que vous puissiez nous entendre clairement. Et également, merci à nos interprètes et espérons que le son soit assez bon. Et je demande également à mes collègues de ne pas parler trop vite, hein, car nous avons ce service d'interprétation pour vraiment nous assurer que ces interprètes puissent faire leur travail de la meilleure des manières. Alors, comme je l'ai dit avant, l'idée de répondre et d'organiser en tout cas cette réunion, c'est de pouvoir en entendre plus de notre
panéliste suivante, qui est donc Maya. Alors, pour nos collègues ici et en ligne, simplement vous rappeler que Maya est présidente de la Convention de Stockholm et directrice exécutive de la division de la gestion des produits chimiques du ministère de l'Environnement et du Changement climatique au Canada. Et je crois que celle qui vient, c'est la COP 12, c'est ça, hein? Donc, merci de nous en dire plus sur donc, la, la portée, hein, du cadre mondial et de la cible 17. Alors, la question est si les efforts multilatéraux pour donc, la biodiversité sont profondément interconnectés, mais aussi fragmentés. Alors, c'est un peu donc la question d'amorce. Nous savons qu'il y a un document qui va être présenté demain et nous voulons vraiment nous assurer que cet événement aujourd'hui puisse répondre à certaines recommandations ou réflexions qui sont dans ce rapport dont je ne me rappelle plus le nom, mais je crois que c'est sous le point 9 de l'UNEP 6/2. Alors, est-ce que tu souhaites voilà, parler? En tout cas, je te laisse la parole et nous t'écoutons. Est-ce que tu as une présentation peut-être? Somina, est-ce que tu peux partager la présentation? C'était la dernière diapositive. Donc, le micro est à toi. Merci beaucoup, Tina. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce soir, je pense, pour cet événement parallèle officiel sur les voies d'inclusion. Alors qu'on travaille sur les défis en lien avec la gouvernance de ces défis, il est important de considérer que les solutions durables ne peuvent être mises en place qu'en incluant la biodiversité et en s'assurant que toutes les voix soient entendues. Donc, je voulais souligner l'importance d'intégrer des perspectives de genre dans la gestion durable écologique des chimiques et des déchets. Donc, l'exposition aux produits chimiques dangereux et à tous les autres polluants ont des conséquences sur la santé et ils produisent des maladies cardiovasculaires et d'autres types de maladies. Ah, on peut revenir à la première page. Je vais vous dire quand on peut passer à la diapositive suivante. Donc, on peut aller tout au début et je vous dirai quand vous pouvez passer à la prochaine. Oui, voilà. Restons à cette slide et je te dirai quand on peut passer à la suivante. Très bien. Donc, les produits chimiques industriels causent des maladies cardiovasculaires, des problèmes respiratoires, des cancers, des impacts sur la reproduction. Et il y a différents types de schémas. Il y a les POP, qui sont les polluants organiques persistants, et ceux-là peuvent s'accumuler jusqu'à des niveaux très élevés qui vont avoir des impacts sur l'immunologie, sur les hormones et sur les effets cancérogènes. Et ceux-là peuvent avoir différents effets sur les différents genres et sur les différents groupes. Quand on pense aux trois conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, on peut voir qu'il y a eu différentes choses qui ont été mises en place. Et on peut voir qu'il y a des facteurs socio-économiques, physiologiques, qui rendent les impacts disproportionnés sur les femmes et les jeunes filles. Pour cette raison, il est important d'intégrer le genre au travail de la Convention. Et il est important
d'intégrer ces perspectives-là dans les planifications, dans le suivi et dans l'évaluation de toutes les politiques et de tous les programmes, de tous les projets qui sont développés ou mis en place sous ces conventions, dans le cadre de ces conventions. Donc, pourquoi est-ce que le genre est important par rapport à l'agenda sur les produits chimiques au niveau mondial? Donc, il y a beaucoup d'effets de ces produits chimiques sur nos vies quotidiennes et on ne les remarque pas. Et même s'il y a des bénéfices pour notre santé et pour l'économie, ils peuvent aussi avoir des effets très nocifs s'ils ne sont pas bien gérés. Et on sait qu'il y a cette combinaison de facteurs culturels, physiologiques et socio-économiques. On sait qu'avec ces facteurs-là, la pollution a des effets distincts et renforcés sur les jeunes femmes, enfin les jeunes filles et les femmes. Un accès difficile à l'éducation a un rôle. Dans l'agriculture, il y a plus de 70% du travail qui est fait par les femmes et les jeunes filles. Même si les femmes sont 2 fois plus euh, ils sont inalphabétisées et n'ont pas l'éducation à la lecture. Il y a des pesticides en agriculture qui vont les impacter davantage parce qu'ils n'auront pas l'accès à la même information. Il y a aussi du coup le risque qu'elles les gèrent moins bien dû à ce manque d'information et d'accès à l'information. Dans beaucoup d'endroits, les femmes font le plus grand travail domestique, non seulement et en incluant le tri et le tri et le fait de jeter aussi les déchets. Et ces déchets-là ne sont pas bien gérés et cela renforce l'exposition à ces produits chimiques dangereux. Et la mauvaise gestion de la pollution plastique peut aussi affecter de façon disproportionnée les femmes qui font du travail domestique, notamment l'incinération des plastiques et des déchets plastiques. C'est pour ça que les femmes et les jeunes filles sont plus exposées. Et on pense aussi également aux produits cosmétiques qui sont marketés spécialement pour les femmes, qui vont avoir des effets toxiques et chimiques. Et aussi, par rapport à leurs différentes physiologies, les femmes sont plus exposées à certains risques de cancer, et notamment avec l'allaitement. Et cela peut donner des problèmes cognitifs et des problèmes qui vont les impacter sur toute leur vie à leurs enfants. Et cela a donc des conséquences au long terme pour la société dans son entier. De plus, la situation géographique peut venir renforcer ces impacts. Donc, par exemple, les femmes en Arctique sont exposées à un niveau de polluants organiques persistants 9 fois plus important que les femmes au Canada, par exemple. Ce genre d'information, ce genre d'exposition menace la jouissance des femmes et des jeunes filles au droit à la santé. Il est donc important de mettre en place des régulations pour ces produits chimiques qui impactent et qui sont nocifs de façon disproportionnée pour les femmes et les jeunes filles. Et donc, c'est pour ça que les conventions BRS peuvent nous aider à mettre cela en place. De la même façon que pour d'autres problèmes environnementaux comme le changement climatique, il y a des accords multilatéraux pour l'environnement pour faire face à la pollution des produits chimiques et du déchet. Il y a des accords contraignants. Il y a la Convention de Bâle qui régule les mouvements transfrontaliers des déchets et des produits chimiques. Et pour s'assurer également que ces mouvements soient faits avec une gestion écologiquement rationnelle. Il y a aussi la Convention de Rotterdam qui gère le marché. Il y a aussi la Convention de Stockholm qui met en place des études sur les polluants persistants organiques et qui gère la gestion de déchets. Il y a aussi la Convention sur le mercure du Manama. On peut passer au slide suivant.
Donc, il est important de reconnaître les impacts des produits chimiques sur les jeunes femmes sur les femmes et les jeunes filles. En 2012, il y a eu un plan d'action pour le genre mis en place par ces 3 conventions. La conclusion principale, ou le point le plus important de ce plan, c'est que tout le monde a le droit à être protégé de la même façon, tout individu a le droit à être protégé de la même façon de ces produits chimiques. Et il est important de l'inclure dans les ODD. Et cela, c'est des facteurs de changement. Et il y a toute une série d'actions dans ce plan d'action. Donc, par exemple, l'inclusion de critères sensibles au genre dans le développement de projets de programmes, s'assurer de la participation des femmes dans les changements des lois et des politiques, et s'assurer qu'il y a un équilibre dans la participation de leadership, la collection des données qui soit basée aussi et ventilée sur le genre. Il y a beaucoup d'autres actions et de stratégies qui sont proposées dans ce plan d'action. Ce n'est pas suffisant d'avoir des vues mondiales et globales sur l'intégration du genre. Il faut s'adapter aux différentes régions, aux différents contextes. Le secrétariat a parlé de projets au Nigeria, au Kenya, en Bolivie, au Kurdistan, qui cherchent à améliorer la compréhension du nexus entre les produits chimiques et le genre dans ces pays pour mettre en place des recommandations au niveau national. Les conventions BRS ont produit des documentaires et font plusieurs études de cas dans le cadre de leurs efforts. Et enfin, je vous invite à regarder notre site internet pour trouver et consulter notre plan d'action. On va continuer à travailler avec d'autres organisations comme le PNID et on va travailler à développer d'autres AME pour travailler à tous les niveaux et pour qu'on s'assure qu'il y ait une meilleure appropriation de ce plan d'action pour le genre. Pour résumer, il est important d'intégrer le genre pour garantir la qualité et l'équité des mesures mises en place par le gouvernement. C'est pas juste un aspect, il est impératif de mettre ça en place. Il est important de s'engager de façon inclusive, juste et durable pour tout le monde dans ces problématiques-là. Merci beaucoup. Je pense que c'est très important pour nous tous d'avoir cette conversation parce qu'on oublie de faire ces liens. Il y a du travail aussi qui est mené sur le genre dans d'autres espaces. Et donc, il est important pour nous de faire le lien entre ces différents travaux. Et donc, il faudrait qu'on fasse une étude de tous ces AME pour qu'on ait un plan pour le genre global. Et il y a des synergies qui pourraient être faites sur ça, parce qu'en fait, il y a différentes stratégies et différents plans d'action sur le genre qui sont faits dans différents espaces d'accords multilatéraux. Et donc, il faut qu'on s'assure qu'il y ait des synergies entre toutes ces politiques. Donc, je regarde l'égalité du genre, on regarde à la santé et on voit aux différents impacts des produits chimiques sur les femmes et les gens. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Donc, maintenant, on va passer à notre prochain panéliste. Ce qui a été discuté dans ce rapport, lorsque l'on parle des synergies, c'est beaucoup de références sur le droit à un environnement sain. Et ce droit est crucial pour la coopération environnementale pour un futur durable. Donc ça, c'est quelque chose qui a été présenté à l'UNEA. Et donc la question, c'est quelle est l'action concrète qui peut être mise en place par les gouvernements pour garantir une vie saine dans un environnement sain? À la CDB, il y a une forte mise en avant des droits humains et de s'assurer qu'il y a un environnement propre et sain autour de ces droits humains. Et donc, je te passe la parole. Merci beaucoup, Tina, et merci aux organisateurs de ce panel. Je voudrais commencer par les bases. Et cela commence souvent par articuler les éléments et stipuler les termes. Et je veux m'assurer
que vous avez bien cela en tête lorsque vous pensez à la pertinence de ces différents thèmes sur tout ce qui concerne les accords environnementaux multilatéraux. Donc, donc, on pense à un environnement non toxique, à une eau potable, des écosystèmes sains, la participation, l'accès à l'information, l'accès à la justice, l'alimentation saine, l'équité intergénérationnelle, les droits culturels en lien avec l'environnement, la non-discrimination et l'égalité. Et donc, quand on pense à tous ces termes-là, et dans ce panel plus particulièrement, l'égalité de genre et le droit des peuples autochtones sont, sont les points les plus importants. Et donc, les droits des peuples autochtones sont les droits des humains de façon générale. Et donc, cela doit faire partie de cette équation. Lorsqu'on le regarde, les AME, et quand on, et quand on pense au président de la Convention de Stockholm et aux éléments pour le genre qui sont intégrés à cette convention, mais l'accord multilatéral environnemental le plus important conduit à des actions sur le genre et n'a pas forcément des éléments critiques intégrés à ces accords. Et donc, il y a des provisions spécifiques faites en lien à ces droits des peuples autochtones ou aux perspectives de genre. On mentionne aussi des droits à un environnement sain. Et donc, tout ça, ça nous donne des éléments transversaux à travers toutes les conventions pour en discuter et pour qu'on y réfléchisse. Mais pourquoi est-ce que les droits humains sont en train de devenir une partie si importante de ce discours? Donc, d'abord, ça devrait être le cas. Ils sont universels, inaliénables, et il y a des accords qui sont contraignants pour protéger les droits humains. Et nous savons qu'avec toutes ces crises planétaires, la pollution, la biodiversité, la désertification, on pourrait continuer comme ça, mais on sait que toutes ces crises-là, c'est, ces crises-là sont les plus grands violeurs, en fait, des droits humains. Donc, on ne passe pas des risques futurs on parle de conséquences massives sur les droits humains à cause de ces dégradations environnementales. Et donc, c'est prédictible. On sait que cela va se produire. On sait que si on continue ces émissions de gaz à effet de serre, on sait que de plus en plus de personnes vont mourir, de plus en plus de personnes vont avoir la malaria, de plus en plus de personnes ne pourront pas avoir assez à manger et on fait rien. Et, et c'est pour ça que les droits humains sont si importants dans cette discussion. Parce que les droits humains nous offrent un cadre pour la responsabilité, pour la contraignance des obligations, autant dans le contexte des accords multilatéraux, mais aussi sous la loi internationale des droits humains. Donc c'est vraiment un aspect important de mentionner les droits humains dans ce contexte environnemental. Et le plus important, c'est cette responsabilité, cette possibilité de rendre des comptes. Et il est important que les personnes qui souffrent de ces crises-là puissent avoir accès à la justice et à demander à réparation. Donc, si on pense au principe 10, cela mentionne en fait cet aspect-là. L'accès à l'information et l'accès à la justice. Et il y a deux traités sur lesquels il y a une discussion s'ils sont des traités pour les droits humains ou des AME, qui parlent justement de la participation et de l'accès à l'information et à la justice. Et on sait que, que le droit à l'environnement sain qui a été reconnu par l'Assemblée générale et par le Conseil des droits humains, il fait le lien de tout ça et sous un seul auspice. Et
regroupe des éléments clés de la loi, du droit international. Il y a eu une grande avancée pour un environnement sain. Cela veut dire que le droit, ce droit à l'environnement, à un environnement sain, à la COP 15, la CDD a inclus le droit à un environnement sain dans ses rapports et dans ses décisions. Ensuite, il y a eu le cadre global sur les chimiques qui a inclus également le droit à un environnement sain. Donc, cela fait partie de toutes les avancées. La ratification fait partie de toutes ces avancées. Les discussions à l'heure actuelle, la Cour de justice internationale et la Cour interaméricaine des droits humains ont combiné ces deux cours, j'ai fait ça par accident, considèrent toutes les deux de demander des études sur les impacts sur les droits humains du changement climatique. Je dois m'arrêter parce que je vais continuer sans m'arrêter si on me laisse faire. Et je voulais juste rajouter quelques petites choses. Une plus-value importante, c'est que ce cadre s'applique aux entreprises. Le droit à un environnement sain a des conséquences pour les entreprises et les compagnies. Cela a des conséquences pour les personnes qui sont dans des situations vulnérables et cela demande en fait que les droits humains soient respectés et que leurs besoins soient prioritaires et qu'on leur donne la possibilité de participer à ces processus. Et ils usent de ces droits-là, ils ne sont pas sujets à des prosécutions, à du harcèlement ou au meurtre. Ça, c'est dans l'été. Mais malheureusement, trop de ces défenseurs de l'environnement sont sujets à toutes ces choses atroces lorsqu'ils font usage de leurs droits. Et là, c'est encore un autre domaine de travail pour nous tous. Donc, l'UNEA, c'est un autre espace où on peut faire le plaidoyer pour un droit à un environnement durable. Il y a beaucoup de résolutions qui sont en train d'être discutées et beaucoup d'entre elles font référence aux droits humains, à un environnement sain, mais d'entre elles, aucune de ces résolutions ne le fait de façon assez forte. Et bien sûr, c'est toujours en cours de négociation et elles doivent toujours être validées. Mais tous ces espaces-là sont des espaces où la norme peut avancer. Et lorsqu'on parle du Conseil de l'Europe, par exemple, qui en discute également, qui fait des études de faisabilité et de viabilité sur un nouveau mécanisme pour juger de ces droits à un environnement sain. Donc voilà, une espèce d'image générale de tous les différents espaces où les droits humains à un environnement sain sont discutés et sont renforcés. Et c'est ce que je voulais mettre à plat avec vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, depuis votre expérience, donc vous avez été vraiment au cœur des choses, vous connaissez les engagements qui ont été pris, donc en marge de ces processus de prise de décision politique. Une transformation est nécessaire vers plus de réseaux et
de meilleurs processus de prise de décision pour légitimer une représentation vraiment pertinente. Alors pour vous, depuis le Kenya, comment ce dialogue a essayé de euh, tisser un pont pour aller au-delà de ces brèches afin de vraiment reconnaître et répondre aux réalités sur le terrain? Oui, alors merci beaucoup pour cette opportunité. Alors, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort pour que les interprètes puissent vous entendre? Oui, alors je suis vraiment ravie d'être ici à l'UNEA. C'est la 5e fois que je participe donc à l'UNEA. Et en ce qui concerne donc le dialogue kényan, il a commencé il y a déjà euh, depuis de nombreuses années, hein. Il y a donc eu ce dialogue tripartite qui a vraiment donc, qui est né, hein, de l'importance d'avoir, des dialogues qui relient, donc plusieurs axes, dont, les pollinisateurs et leur importance dans la restauration, de la biodiversité. Donc nous avons vraiment tenté de, relier la science avec une perspective holistique. Et de donner l'opportunité aux peuples autochtones, de faire entendre leur voix, d'avoir des espaces où ils puissent, partager leurs connaissances, les faire valoir, hein, et également, prendre part à l'établissement des politiques mises en place. Nous avons donc eu des opportunités très intéressantes d'intégration, des peuples autochtones dans tous les aspects, tous les domaines de, donc des rapports, hein, qui ont été élaborés. Si l'on regarde dans ce rapport à la page 23, nous avons effectué un travail pratique auprès des communautés. Nous avons pu donner aux communautés locales et aux peuples autochtones des opportunités de pouvoir faire entendre leur point de vue, qu'ils puissent être appréciés également, et démontrer l'importance de la conservation des pollinisateurs. Nous avons par exemple fait des recherches et des expérimentations afin de démontrer la valeur, hein, des pollinisateurs et de leur importance pour les cultures. Alors très souvent, cette valeur n'est pas reconnue ou prise en compte. Et très souvent, on ne voit pas l'action des pollinisateurs sur les cultures. Donc, c'est ce que ce rapport cherche à démontrer pratiquement, de manière pratique, pour vraiment montrer à quel point le fait d'ajouter des plantes qui sont bonnes pour les pollinisateurs apporte un bénéfice pour les cultures. Donc l'idée est de vraiment ouvrir l'espace aux peuples autochtones et communautés locales pour qu'ils et elles puissent contribuer à la biodiversité et que leurs connaissances puissent aussi donner forme à nos conventions internationales. Et de voir vraiment quels sont tous les aspects qui sont liés à la restauration. Et cette information est tout à fait cruciale. Et le point vraiment intéressant aussi est de voir comment la science vient soutenir, hein, les manières de faire autochtones pour assurer la restauration. Et nous pouvons voir donc à quel point, euh, pour certains écosystèmes, la présence des pollinisateurs est un élément crucial. Nous nous sommes rendus compte également qu'un grand nombre d'informations, de savoirs
gardées par les peuples autochtones ne sont pas reportées, ne sont pas en tout cas détaillées d'une manière correcte. Et donc, il est très important pour nous de remédier à cela, car les traditions sur certains territoires sont très fortes. Et au Kenya, elles sont tout à fait nécessaires pour la conservation et de vraiment donc reconnaître, intégrer le legs de nos peuples autochtones et communautés locales. Car nous savons l'importance de leur contribution à la biodiversité. Je pourrais continuer à en parler pendant des heures, mais bon, c'était vraiment donc l'élément essentiel que je souhaitais présenter ici et de vraiment rappeler hein, que la gouvernance territoriale, les droits humains, les thèmes juridiques ou de sécurité sont tous liés et doivent être pris en compte au niveau politique. Et ils sont également hein, liés à une approche fondée sur les droits humains qui pourrait justement aider à développer ces axes. Merci beaucoup, John. Merci pour cette perspective. Et bien entendu, il est toujours essentiel de rappeler la contribution des peuples autochtones à la conservation de la biodiversité, de vraiment reconnaître aussi cela à un niveau politique. Je vais maintenant passer donc à notre panéliste suivante, donc Myrna. Myrna, je crois que donc je sais hein, que tu travailles très ardemment à améliorer les résolutions qui sont discutées. Et donc nous parlons aujourd'hui hein, de la perspective basée sur les droits humains. Et bien de nombreuses personnes voient cette approche comme nécessaire dans la conservation de la biodiversité. Et nous avons aussi parlé donc des fameuses solutions basées sur la nature. Alors, selon toi, ces solutions doivent vraiment être suivies de près pour assurer qu'elles soient réellement au bénéfice hein, de la biodiversité. Alors, suite aux discussions qui ont déjà eu lieu, quelles seraient tes propres réflexions là-dessus? Car c'est un thème aussi où nous pouvons construire des synergies entre les différents acteurs. Donc la parole est à toi. Merci beaucoup, Mrina. En effet, alors je pense que les solutions basées sur la nature font partie hein, de ces mécanismes innovants qui sont proposés maintenant depuis les institutions de gouvernance internationale. Alors il est nécessaire de lier cela aux droits humains. Car malheureusement, il semble que ce lien n'est pas si évident pour de nombreux décideurs politiques. Et en général, ces décideurs politiques n'ont pas une approche holistique. Par exemple, la mise en œuvre de tous les projets liés au carbone, hein, donc le crédit carbone, etc. Donc l'unique axe, c'est le carbone. Alors il faut éliminer le carbone, ou bien il faut le récupérer ou le garder, maintenir dans la terre, etc. Et on ne prend pas en compte tout ce qui ne parle pas du carbone. Alors, nous avons également les projets RED, hein. Par exemple, il y a, au travers du RED, des subventions qui vont à des parcs de golf, simplement parce que cela permet de maintenir le carbone dans le sol. Alors qu'il y a des projets, de peuples autochtones qui sont véritablement, consacrés à la conservation, mais ils ne peuvent pas prouver combien de carbone ils vont, maintenir ou éliminer. Donc ici, il y a une incohérence très grande et vraiment la nécessité d'une approche holistique. Nous avons eu également donc les guides de Cancun, hein, les barrières de sécurité.
qui donc parle des connaissances autochtones, de leur participation pleine et complète, de leur participation aux prises de décision, etc. Mais il est très difficile de voir quel a été l'impact de ces guides, hein. Car on revient toujours au même problème. Lorsqu'il s'agit d'un reporting volontaire, eh bien, on ne sait jamais vraiment quel est l'impact de cela, parce que au final, cela ne donne pas un suivi pertinent. Donc, il est très important de faire en sorte que les nouveaux mécanismes qui vont être implémentés et mis en œuvre, pardon, qui le sont déjà, comme par exemple celui basé sur les solutions basées sur la nature incluent une participation complète des acteurs sur le terrain, qui sont donc les peuples autochtones, les communautés locales, les jeunes et les femmes, car ce sont ces personnes qui connaissent la situation, qui savent pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas sur le terrain, dans la réalité, et ne doivent pas être mises en œuvre de cette manière-là. Il y a donc de nombreux nouveaux mécanismes, solutions basées sur la nature, compensation carbone, compensation biodiversité, etc. Bref, vous les connaissez. Mais on ne voit pas donc toutes ces guidances, hein, prises en compte, car les natures basées sur la solution obtiennent déjà de subventions, de grandes ressources. Il y a des entreprises qui mettent déjà en œuvre des types de plans sans respecter la guidance qui a été proposée. Nous avons vu un exemple, hein, du programme de Shell, par exemple, hein. Donc, pour Shell, une solution basée sur la nature, c'est planter des arbres un peu partout. Heu, donc voilà, on voit que ce type de projets sont déjà florissants. Mais, en compensation, il n'y a rien sur l'agroécologie, par exemple, alors que l'agroécologie a déjà prouvé suffisamment à quel point elle peut, vraiment, subvenir aux besoins des personnes. Les peuples autochtones l'ont déjà mis en œuvre depuis des décennies par le passé. Alors pourquoi ne pas utiliser ce qui a déjà été efficace, ce qui a, de par l'histoire, véritablement fait partie de la conservation est une ressource pour les personnes. Alors qu'on préfère utiliser donc des innovations dont on ne sait pas les conséquences sur le terrain, sur le long terme. Un autre point important, c'est donc le financement. La CDB a adopté une décision lors de la COP 14 sur les mécanismes de financement de la biodiversité. Donc, c'est un mécanisme très intéressant. Je me demande s'il a été mis en œuvre ou s'il est vraiment efficace. Il semble que personne ne le sache. Alors, comment faire en sorte que les institutions financières prennent vraiment cela comme une priorité? Car sur le terrain, on ne voit pas que cela soit le cas. Et on voit, hein, que ce n'est pas vraiment une priorité. Alors, comment faire en sorte que ce financement de la biodiversité sur le terrain arrive véritablement? Et comment, éliminer, hein, les barrières à ce que ces financements arrivent sur le terrain? Autre point à souligner est donc la sauvegarde de la part des communautés. Et l'important, c'est que, par exemple, s'il y a des femmes au niveau de la prise de décision, cela nous donne une sécurité, car nous savons qu'elles vont penser aussi aux femmes dans le monde entier. De la même manière, pour les peuples autochtones, on sait, il y a de nombreuses études qui montrent que les territoires conservés par les peuples autochtones ont une biodiversité bien plus ample que d'autres zones. Donc, c'est une sécurité de que cela fonctionne et cela est nécessaire. Et que lorsque l'on prend en compte cela, on voit que l'interdépendance entre les droits humains et les droits de la nature cette interdépendance est respectée. Nous voyons par exemple dans le cas de l'Amazone, si les femmes autochtones
voyaient vraiment leurs droits respectés, nous savons que ces paysages seraient bien mieux conservés et ne seraient pas détruits, principalement à cause des mines. Donc, nous savons que la protection des droits des femmes dans l'Amazonie aurait un impact aussi sur la conservation de la biodiversité. Donc, nous avons besoin de regarder ces liens, nous avons besoin d'assurer plus de cohérence euh, et de véritablement lier les conventions sur la biodiversité et les traités sur les droits humains. Parce que donc nous avons différents traités, mais parfois ils ne sont pas cohérents entre eux. Et donc nous avons besoin ici d'une perspective beaucoup plus holistique. Et donc au sein des conversations multilatérales, nous avons besoin d'assurer la participation pleine des défenseurs de l'environnement. Et nous avons besoin qu'ils soient également au niveau de la gestion et du suivi, car si cela n'est pas le cas, eh bien, tous les rapports vont simplement dire, eh bien, tout va bien. Donc voilà pour ma part. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour ce rappel. Alors, merci d'avoir rappelé le thème de la responsabilité et je rappelais hein, aussi donc de notre présentation antérieure le rôle des pollinisateurs. Eh bien, euh, je voudrais passer donc à notre prochaine panéliste, hein, Saro, qui travaille également au niveau des pesticides et des polluants. Donc, quelles seraient pour toi des politiques transformatrices? Nous savons que les éléments principaux dans les ODD, on les connaît. Je ne vais pas y rentrer en détail. Donc, ils avaient ces conventions dont on a parlé, on avait un plan d'action sur le genre. Et cela demandait que ces genres deviennent vraiment égaux. Il y a aussi le comité sur la sécurité alimentaire. Ils ont mis en place des lignes directrices sur l'autonomisation des femmes dans les communautés. Et donc ça, c'était un document intéressant et il est disponible. Donc ça, je fais partie des lignes directrices. Et il y a aussi cette résolution sur le cadre mondial sur les produits chimiques qui parle de l'intégration des perspectives du genre et l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les jeunes filles dans la gestion des produits chimiques. Donc, il y a tous ces plans d'action, il y a toutes ces lignes directrices qui font partie des accords multilatéraux environnementaux qui sont discutés sur les plateformes mondiales et qui sont aussi d'ailleurs discutés dans les plateformes sur la sécurité alimentaire. Et ben, je pense que ça, c'est un problème. Même si on a toutes ces lignes directrices, qu'on a ces ODD, qu'il y a ces décisions, il y a peu de choses qui ont été réussies, en termes, en tout cas, de l'équité de genre. Et quand on pense à la réalité des femmes, c'est que la discrimination est toujours évidente, et encore plus dans le secteur alimentaire et de l'agriculture. Et donc, il y a ces femmes autochtones, ces femmes agricultrices, et ces femmes paysannes qui continuent à être désavantagées et qui continuent à être discriminées et qui ont des options limitées pour mettre en place d'autres modes de vie, d'autres moyens d'existence adéquats et appropriés. Et une autre forme de discrimination qui est expérimentée par les femmes, c'est pas seulement l'économie, l'exclusion économique, mais c'est que cette exclusion est aussi avec cette exclusion, il y a des exclusions en lien avec leur origine, leur âge, leur orientation sexuelle. Et donc, on voit en Asie, je parle de l'Asie parce que c'est de là d'où moi je viens, on voit qu'il y a toujours moins de 20
de ces femmes qui vont obtenir la propriété foncière parce qu'elles n'ont pas accès au crédit, parce qu'elles n'ont pas accès aux infrastructures, qu'elles n'ont pas accès aux moyens d'irrigation. Et cette discrimination commence à la maison et inclut tous les niveaux, la communauté, la politique, les niveaux nationaux. Et il y a des lois qui sont discriminantes et des pratiques discriminantes qui empêchent les femmes de participer de façon entière à la politique. Et ça, c'est la réalité. Les travailleurs agricoles ont des revenus très bas, ils ont des conditions de travail qui ne sont pas garanties et ils n'ont pas accès à beaucoup de ressources. Il y a une étude récente sur les services sociaux, les services publics et la protection sociale. Et on voit que les femmes ont vraiment rarement accès à ces services. Elles ne sont pas au courant. Et ça, c'était un vrai problème lors de la pandémie. Et alors que les femmes qui travaillent dans l'agriculture travaillent plus dur et plus longtemps, sans reconnaissance et sans rémunération, qui soit équivalente à ce travail-là, on voit aussi qu'il y a tous les fardeaux de la responsabilité liée à la maison, les travaux domestiques, prendre soin des femmes qui soient plus âgées dans la communauté, préparer à manger. Et donc, cela a été encore plus criant lors de la pandémie parce que les hommes à la maison n'allaient pas au travail. Et donc, il y a eu une grande augmentation de la violence faite aux femmes lors de cette période. On se rend compte également qu'il y a de la migration parce que les pays ne soutiennent pas les modes de vie. Donc, il y a une migration non pas des femmes, mais des jeunes. Et lorsque les jeunes partent, les fardeaux retombent sur les épaules des femmes parce qu'elles doivent faire le travail des personnes qui ont migré. Ce que je dis également, c'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau, mais cela a été mis en avant et cela a été rapporté lors du dernier rapport de la FAO sur le rôle des femmes dans les systèmes agricoles et alimentaires. Et je trouve cela fou qu'après 50 ans, on en soit toujours là. Mais, et il y a eu quelques changements, mais dans les zones rurales, on observe vraiment peu de changements. Et donc, on se dit qu'avec toutes ces résolutions, avec toutes ces politiques, on se demande co- comment est-ce que l'on met en place ces politiques de changement en action. Et il faut se rendre compte également que les femmes ont une connaissance incroyable sur l'agroécologie et sur l'agriculture. Et elles ont un rôle important à jouer sur la création de nouvelles relations avec de nouveaux consommateurs, avec et le savoir agricole. Donc, il faut qu'il y ait des femmes autonomisées et qu'elles aient la capacité de plaider et de garantir leurs droits, qu'elles puissent se battre pour leurs droits et qu'elles soient libérées de la violence et de la discrimination. En Malaisie, là d'où je viens, il, 71 millions de notre monnaie locale est utilisée pour importer de la nourriture. Et je trouve cela fou, car c'est une nourriture que nous pourrions produire nous-mêmes en interne, et alors qu'on est en train de dépenser tout cet argent pour importer. Et donc, on a besoin que les femmes soient autonomes et qu'elles puissent se développer dans tout leur potentiel et pour qu'elles soient capables de faire le plaidoyer pour une agriculture plus durable. Merci, Saro. Il est vraiment important pour nous d'entendre toutes ces voix différentes et pour comprendre quels sont le rôle des femmes agricultrices, des peuples autochtones. Et il est fou pour moi de constater qu'il y a des problèmes similaires à travers tous ces différents paysages. Et donc maintenant, on va passer de l'Asie du Sud-Est, qui est un très grand continent,
Et on va entendre Sherika de la Jamaïque. Et tu vas également nous parler de différents éléments de la produit chimique. Et tu vois, tu fais de la recherche et en fait, on se rend compte qu'il manque de la recherche et qu'il est important de publier et de faire des études sur différentes problématiques qui ne sont pas encore faites. Et donc, je vais souligner ce qui vient d'être mentionné afin de désagréger les données. Il faut que l'on comprenne que les femmes sont les voies d'entrée pour les produits chimiques. Parce que quand on se pense à la procréation, à la reproduction, on se rend compte que les femmes font le pont entre les produits chimiques auxquels elles ont été exposées vers le fœtus. Et il est très important de garder cette perspective en tête lorsque l'on fait nos résolutions, parce qu'il faut qu'on mette en place des politiques qui soient fortes et solides. Et ces mots-là devraient être intégrés à toutes les politiques. On a parlé de la sensibilisation du public, on a parlé de la recherche, on a parlé du public. Et du coup, comment est-ce que l'on travaille à ce que les femmes soient les parties prenantes les plus importantes autour de la table? Et pour celles d'entre nous qui ont la connaissance et celles qui ont accès à ces plateformes, comment est-ce qu'on se garantit qu'on fait entendre ces voix-là? Merci, chérie. C'était très court, mais très efficace. Et je voulais dire aux participants en ligne, il y avait une question sur l'enregistrement. Je veux vous dire que nous allons mettre tous ces enregistrements en ligne demain et cela sera disponible pour toutes les personnes qui se sont inscrites à cet événement parallèle. J'aimerais maintenant demander à Polly, qui fait un travail important, pour qu'elle nous fasse part de ses réflexions sur ces messages clés. Et ici, à l'UNEA, il y a beaucoup de parties qui sont là et qui ont parlé des mots, en fait, que nous avons évoqués lors de ces échanges. Et donc, comment on pourrait résumer les éléments clés de cette discussion et pour qu'on parte d'ici avec ces messages? Merci beaucoup, Tina. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les membres de ce panel pour les messages très inspirants que vous nous avez partagés. Je pense qu'ici, autour de cette table, nous partageons, nous partageons la conscience de ces crises multiples au niveau planétaire auxquelles nous faisons face. Et je voulais reprendre les mots qui ont été dits avant, que ces crises-là sont les plus grands violeurs des droits humains. Et il est donc si important que cette approche basée sur les droits humains soit intégrée à tous les accords multilatéraux environnementaux. Et il est effectivement, c'est un point d'entrée stratégique que les droits humains pour faire face aux crises auxquelles nous faisons face à l'heure actuelle. On a entendu parler de ces impacts disproportionnés auxquels font face les femmes et les filles et le désavantage auquel elles font face. Mais en même temps, on a aussi entendu qu'il était très important de reconnaître que les femmes sont des agents du changement. Et cela est le même pour les peuples autochtones et la communauté et les connaissances locales. Et on a aussi beaucoup parlé de la participation. Et je pense que cela est très important. On dirait que c'est basique, mais en fait, ce, ce n'est pas l'idée. Quand on parle de participation, ce n'est pas rajouter des nouvelles chaises autour de la table, mais c'est de s'assurer que les personnes qui y sont assises puissent participer de façon significative. Et c'est quelque chose que l'on a dit de façon récurrente. Et même si l'on connaît les principes de l'approche basée sur les droits, et même si et si l'on parle de participation, on dit, et on dit souvent que oui, la participation, c'est les inviter à venir discuter avec nous. Mais
Mais comment s'assurer que cette participation soit efficace si les personnes invitées ne puissent pas participer de la façon la plus inclusive? Et donc leur expérience doit être reconnue, leurs différentes vues, leurs différentes visions doivent être reconnues et écoutées. Et leurs propositions, qui sont basées sur des expériences et ces visions vues spécifiques, doivent être reconnues et écoutées. Et donc, quand on pense aux personnes des communautés locales, à la façon dont elles peuvent contribuer à ces politiques et à ces sciences, et donc il y a différentes méthodologies qui peuvent être utilisées pour mobiliser et faire asseoir ensemble tous ces différents acteurs et faire entendre et travailler ensemble ces différents systèmes de connaissances. Donc, je vais juste regarder mes notes pour voir s'il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Ah oui, et un autre élément qui est important de souligner avec lequel j'aimerais conclure, il y a une autre chose que je voudrais souligner. On en a parlé au début, et je trouve que c'est aussi important, et vous en avez tous parlé, c'est l'importance de voir les différentes problématiques d'une façon holistique. Parce que il y a la biodiversité, le climat, mais il y a aussi les produits chimiques, les déchets, et donc on doit voir tout cela de façon intégrée. Et donc, à la base aussi, l'importance en fait de la collaboration. Donc, on vient ici avec ses obligations, avec ses devoirs, on est porteur de devoirs, et on vient ici pour protéger les droits humains et faire le plaidoyer pour. Mais nous, en tant qu'une communauté, on doit se rapprocher, travailler ensemble pour mettre en commun nos efforts. Et pour revenir à à ce qu'Olivier disait à l'ouverture de cette discussion, c'est comment est-ce que l'on peut mettre ensemble tous ces messages et rapprocher nos efforts et construire une compréhension commune et continuer à construire nos capacités. Et comment est-ce que l'on peut contribuer à tous ces processus politiques. Et je pense que ça, c'est aussi très important que l'on fasse ça. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Donc, je vais juste conclure en vous, je vais donner à chacun d'entre vous 30 secondes pour que vous nous disiez le message que vous voulez tirer de cette rencontre. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui sont venues pour participer. Et donc, je vais faire un petit tour de table à toutes les personnes qui se sont joints à nous. Je veux juste dire, merci, que le droit d'aider l'environnement est fait pour autonomiser et rendre les personnes capables de participer à ces processus. Et je vous invite tous à faire usage de vos droits à un environnement sain et de participer à ce discours et à ce travail très dur qui doit être mené pour protéger notre planète pour les générations actuelles et futures. Je suis, je veux prendre je veux juste remercier tous nos partenaires parce que c'est cela que l'on doit faire, c'est s'asseoir ensemble et ramener ensemble ces espaces et partager ces informations. Parce que quand on regarde les différents travaux que chacun de nous mène, on pense au travail sur les produits chimiques, sur la biodiversité, sur l'agriculture, mais il y a un fil partagé et nous devons nous retrouver pour mener ce travail ensemble et faire valoir ce travail. Donc, il était très inspirant pour moi d'écouter tout le monde. Et ce que je trouve inspirant, c'est que je pense qu'il y a comme un mouvement de fond pour changer les grands récits, pour intégrer autant les peuples que la planète. Et donc, il y a cette espèce de mouvement et d'élan, même si on ne devrait pas avoir à pousser les gens, mais bon, souvent il faut les pousser. Je trouve que c'est inspirant, même si cela reste comme un courant de fond. Mais j'ai l'impression que le récit
général est en train de changer et vous écouter était très inspirant. Merci beaucoup, je suis Zaïroun et pour moi, toutes ces discussions m'ont fait réaliser que nous avons des problématiques partagées que nous partageons. Et il est important de remarquer qu'il qu'il y a un besoin d'intégrer ces sujets importants, les droits des peuples autochtones, le droit à un environnement sain, et qu'il est important du coup d'intégrer de façon générale à tous les travaux, dans tous les cadres, il est important de les intégrer. Et il est important de ramener tous les parties prenantes autour de la table pour travailler ensemble et monter à l'échelle cette action et s'assurer que tout ce que l'on met en place est efficace, soutenu sur le long terme et, et que les personnes qui réalisent ce travail soient responsables du travail qu'ils mènent. Eh bien, mon message principal serait que vraiment, nous n'avons pas à minimiser euh, toutes les situations qui sont délétères pour nous et pour l'environnement. Nous ne devons pas accepter que ces situations soient minimisées, soient comprises d'une autre manière. Nous devons vraiment clairement dire les choses. Et nous devons assurer la reconnaissance de l'importance des thèmes que nous allons aborder. Ils doivent être reconnus comme urgents. Oui, alors, mon nom est Esther, je viens du Kenya. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. Et je sens que vraiment, tout ce qui a été partagé aussi, c'est ici, c'est ce qui nous maintient en vie, ce qui nous rend plus humains. Et le fait de pouvoir nous unir, de pouvoir nous asseoir autour d'une même table, nous montre que nous avons des perspectives qui permettent réellement de nous attaquer aux crises planétaires. Et de cette manière, nous savons que nous pouvons identifier les racines profondes de ces crises. Et au travers de ce que j'ai entendu, je suis vraiment encore plus convaincue que les solutions sont sur le terrain. Nous devons arrêter de regarder la nature comme un bien, comme une chose qui peut être commercialisée. Et nous devons reconnaître que nous faisons partie de la nature et que lorsque l'on parle de nature de solutions pardon, basées sur la nature, que nous parlions de véritables solutions qui regardent cet écosystème dans son ensemble. Et il est nécessaire de continuer ce travail sur le terrain. Merci beaucoup. Je suis Marianne Nelson, je travaille donc pour une ONG également. Et pour moi, cette session était très inspirante car elle déclenche vraiment des réflexions. Le fait de pouvoir entendre vos expériences sur le terrain, je vraiment vois l'importance et la nécessité encore plus de construire des liens, des réseaux, pas seulement depuis ici, depuis cette salle à l'UNEA, mais vraiment de travailler sur le terrain et de vraiment faire partie de la solution. Je crois que ce point est tout à fait essentiel dans le processus qui nous attend. Et de véritablement prendre ces discussions et les amener sur le terrain, dans la réalité. Donc ce serait cela mon mot de la fin, de nous assurer que nous faisions vraiment le travail sur le terrain pour renforcer ces processus. Donc merci encore pour cela.
Alors, pour moi, il est tout à fait clair que les peuples autochtones sont largement affectés par les crises planétaires dont nous avons discuté. Et il est important de reconnaître nos interactions avec la nature et de reconnaître que les peuples autochtones font partie de la solution, qui peuvent contribuer aux solutions. Et pour cela, il est nécessaire d'assurer une participation euh, pleine, hein, pertinente, donc aux prises de décision. Merci beaucoup. Alors pour moi, le message final serait donc la participation pleine et efficace à tous les niveaux de la prise de décision et de la mise en œuvre des politiques. Et cela inclut la participation depuis l'élaboration même des politiques et pas seulement une consultation une fois que les politiques ont été définies. Alors, de nombreuses résolutions ne vont pas être complètement développé dès maintenant, hein. Il semble qu'une des solutions, une des résolutions va être la création d'un groupe d'experts, mais il faut rappeler que les experts sont les personnes qui travaillent sur le terrain, les peuples autochtones, les femmes, etc. Ce sont eux qui ont dans leurs mains les véritables solutions. Donc voilà vraiment mon message de fin. Alors, bien que j'ai dit que des choses ne changent pas, eh bien, j'espère que si ce sera le cas. J'espère que toutes ces résolutions, les plans d'action, etc., tout cela existe aujourd'hui parce qu'en tant que groupe, en tant que communauté, nous avons travaillé, nous avons fait de grands efforts pour que cela puisse voir le jour. Et donc, vraiment, peut-être ma demande hein, pour nous tous, c'est de continuer à travailler ensemble pour que ces politiques, ces résolutions puissent être traduites hein, en actions véritables sur le terrain. Pour donc l'empuissancement des femmes, pour les moyens de subsistance, etc., etc. Et je pense que nous, en tant que femmes, sommes en première ligne en ce qui concerne principalement la sécurité et la souveraineté alimentaire. Merci beaucoup. Alors, je suis d'accord avec tout le monde, hein. Je pense que tous ces messages clés sont tout à fait nécessaires et résonnent en moi. Et peut-être que je pourrais ajouter vraiment un travail collectif et véritablement faire progresser, promouvoir la compréhension qu'il faut que ces politiques soient traduites en action et qu'est-ce qu'elles signifient hein, sur le terrain. Eh bien, merci beaucoup à tout le monde. Nous allons donc terminer notre session pour aujourd'hui. Nous partagerons les enregistrements. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints et à tous nos panélistes.